Il y a la Fondation pour l'alphabétisation qui a dévoilé tout récemment donc, les résultats d'une étude qui nous a dévoilé quand même qu'au Québec, et on peut le dire à l'échelle nationale du Québec, comparativement à d'autres provinces, on est encore en recul en termes de littératie. Et pour nous en parler, elle est orthopédagogue, elle est aussi enseignante, professeure à l'UQAM en adaptation scolaire. J'ai le plaisir d'accueillir Mme Monique Brodeur. Bonjour, Mme Brodeur. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc, évidemment, dans un premier temps, pourquoi cette étude a été menée là, par la Fondation pour l'alphabétisation? La Fondation pour l'alphabétisation est un organisme à but non lucratif qui a comme mission de faire en sorte que le Québec soit une société hautement alphabétisée. Parce qu'on sait que le niveau de compétence en littératie est intimement lié à la qualité de vie des personnes puis à leur participation à la société. Donc, c'est important qu'ils aient des informations pour documenter justement à la fois l'alphabétisation puis aussi les problèmes d'analphabétisme. Puis on disposait de données qui étaient très, très agrégées, donc pour le Québec en entier ou le Canada. Donc, la Fondation souhaitait avoir un portrait plus régional, justement, des niveaux de compétences en littératie parce que, ayant une connaissance plus fine, ça permet justement de pouvoir trouver des solutions plus adaptées, plus efficaces. Oui, et peut-être plus rapides pour essayer d'enrayer plus concrètement et rapidement ce problème-là. Puis ce que je remarquais dans les chiffres qui ont été énoncés, si on le fait à l'échelle canadienne, premièrement, avant de l'établir de façon plus régionale ensuite, puis de le rapporter en territoire lavallois, mais on se rend compte encore à quel point le Québec est en retard avec, par exemple, la province voisine, l'Ontario. On l'explique comment, ça, par les résultats puis par vos connaissances que vous avez? Effectivement, il y a une personne sur deux au Québec qui a des faibles compétences en littératie, ce qui est très problématique. Parmi les différences, les causes qui expliquent peut-être justement ces différences entre l'Ontario puis le Québec, il y a des causes notamment qui sont liées au revenu comme tel. Le revenu des Ontariens est supérieur à celui du Québec en général. Également aussi la particularité de la langue. La langue française est une langue qui est plus complexe au niveau de l'écrit que la langue anglaise. Donc, ça peut être un facteur aussi qui peut expliquer en partie pourquoi il y a des difficultés. Ensuite, historiquement, les anglophones, y compris au Québec, ont toujours été plus scolarisés que les francophones du Québec. Ah oui. Puis en Ontario également. On sait qu'en Ontario, par exemple, ça fait plusieurs années qu'ils ont commencé la maternelle à 4 ans, qu'ils ont aussi l'école obligatoire jusqu'à 18 ans. Nous, la maternelle 4 ans est relativement récente, puis l'école est obligatoire seulement jusqu'à 16 ans. 16 ans, oui. Exactement. Donc, ça aussi peut contribuer à expliquer là, la disparité entre le Québec et l'Ontario. Est-ce que, je pose la question comme ça, là, parce qu'on l'entend parfois dans les discussions populaires, là, pour expliquer peut-être le retard, là, justement, quand il arrive ce genre de chiffres ou de sondage qui est mené par tout organisme. On nous dit parfois que le système scolaire au Québec et les programmes scolaires, la réforme, le système est lourd. Est-ce que ça peut être des explications ou au contraire, on est aussi, on a des programmes, des écoles qui sont aussi compétitives que les Ontariens, par exemple? Bien, je dois vous dire que il y a quand même des très belles choses qui se passent au Québec. Puis il y a eu de très beaux progrès de fait au Québec. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, vous êtes bien jeune encore, mais peut-être vos parents ou grands-parents. Avant les années 60, avant le fameux rapport parent, il y a moins d'un Québécois sur deux qui complétait sa 7e année du primaire. Donc, c'était vraiment pas beaucoup. Donc, avec le rapport parent, les travaux, justement, de Paul Gérin-Lajoie, les travaux aussi de Guy Rocher, bien, maintenant, les Québécois vont à l'école beaucoup plus longtemps, puis dans plusieurs milieux aussi socio-économiques. Donc, ça, c'est un progrès extraordinaire. C'est certain, par ailleurs, qu'il reste un groupe de jeunes pour qui c'est plus difficile à l'école. Puis, c'est important à ce moment-là qu'on recourt aux meilleures pratiques pour arriver à les aider.
Puis, il y a différentes mesures qui pourraient effectivement aider le milieu scolaire à pouvoir mieux aider ces enfants-là. Ouais. On parle toujours des garçons qui sont les plus... qui décrochent le plus et qui ont moins de diplômes de secondaire 5, par exemple. C'est toujours les garçons. Oui, il y a effectivement un défi additionnel pour les garçons, bien que pour certaines filles aussi, il y a des difficultés là, qui soient présentes. Mais ça, l'école doit pouvoir bouger dès la maternelle, puis ensuite poursuivre au primaire, au secondaire pour créer les meilleures conditions possibles pour favoriser la réussite scolaire, la réussite éducative là, de ces jeunes-là. Ouais. Et là, amenons-le chez nous, sur le territoire lavallois, parce que on remarque que quand même Laval n'est pas, j'aime pas ça dire ça, mais n'est pas la pire région ou n'est pas le pire endroit, parce qu'il y a des endroits qui sont pires au Québec, je vais l'énumérer comme ça, là. Mais quand même, il y a des endroits qui sont problématiques sur le territoire lavallois, notamment, on dit le quartier Centre-Nord. On l'explique comment dans le quartier Centre-Nord? Pourquoi précisément que c'est une situation... Ça, je ne saurais pas répondre à votre question. Possiblement que ça serait intéressant, justement, que... les Lavallois, en tout cas, ou leurs représentants, tant au niveau là, du milieu municipal que scolaire, puis quand je parle du milieu scolaire, c'est vraiment à tous les ordres d'enseignement, y compris au niveau collégial, puis voire universitaire également, qu'il y a une analyse fine de fait pour voir justement quels sont les facteurs qui expliquent cette difficulté-là, puis de voir ensuite de façon ciblée comment faire en sorte qu'on puisse aider de façon plus particulière ce quartier-là de Laval, parce qu'effectivement, pour le restant de Laval, les données sont vraiment très, très encourageantes. Oui, bien, c'est ce que je remarquais. Et en même temps, on s'en réjouit effectivement que la ville, le territoire lavallois se porte bien, quand même relativement bien, mis à part, comme on le disait, le quartier Centre-Nord, mais peut-être qu'effectivement, les gens du domaine de l'éducation du territoire lavallois vont sûrement capter cette conversation, puis on pourra peut-être faire suite justement à notre conversation. Mais on parlait tantôt, puis je reviens un petit peu sur le début de notre conversation, Mme Brodeur, sur... Entre autres, notamment les garçons, il y a des situations problématiques en termes de littératie notamment. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Quelles sont les solutions pour garder plus longtemps nos jeunes à l'école, les garder motivés également? Et donc peut-être de passer à différents paliers supérieurs comme le cégep, l'université ultimement, pour augmenter le pourcentage de jeunes qui réussissent. Vous allez deviner que régler une problématique comme celle-là, ça ne se fait pas en 2 temps, 3 mouvements. Non, c'est sûr. C'est très encourageant par ailleurs. Il y a des collègues universitaires qui s'intéressent à ces questions-là depuis plusieurs années, qui ont développé une expertise leur permettant justement de cibler les actions qui sont les plus porteuses. À cet égard-là, je vous encouragerais éventuellement à inviter certains de ces collègues à vous rencontrer, puis qui pourront vous expliquer de façon scientifique, puis avec une bonne mise en contexte pratique, comment aider plus spécifiquement les garçons. OK. Bien, les garçons, mais en même temps, aussi, si maintenant je la pose plus largement, vous êtes, je le rappelle quand même, orthopédagogue, vous êtes professeur en adaptation scolaire. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire globalement au système d'éducation québécois pour le rendre plus attractif, je veux dire comme ça, mais aussi permettre à nos jeunes de se déployer, de s'épanouir à l'école et de les garder plus longtemps à l'école, justement? Bien, je vous dirais que la réussite de l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, c'est assurément une cible de choix parce qu'on sait que c'est une compétence qui est transversale. Puis, être capable de lire, c'est être capable de lire au niveau de la matière du français, mais aussi des autres matières. Souvent, les difficultés en mathématiques sont expliquées en bonne partie par une difficulté plutôt à comprendre les problèmes en mathématiques. Donc, ce qui est assurément fondamental, c'est de faire en sorte que le programme de formation de l'École québécoise, par rapport à l'enseignement de la lecture et de l'écriture, reprenne ce qui est identifié au niveau scientifique comme étant le plus probant. Parce que toutes les approches ne se valent pas. Puis apprendre à lire puis à écrire, c'est pas comme apprendre à parler. C'est pas parce qu'un jeune est dans un univers où il y a plein de livres, s'il n'y a pas une intervention de l'adulte, l'enfant n'apprendra pas par lui-même à lire. C'est pas comme d'apprendre à parler en écoutant des modèles. Donc, dès la maternelle, à 4 ans, à 5 ans, le nouveau programme cycle de l'éducation préscolaire
propose justement un curriculum qui est favorable à la réussite de l'apprentissage de la lecture puis de l'écriture. Ensuite de ça, de revoir le programme de formation de l'École québécoise pour le primaire et le secondaire. Ça serait une avenue aussi là, assez importante. Puis, de façon corollaire, la formation des enseignants et des orthopédagogues doit aussi prendre en compte ces travaux scientifiques qui montrent qu'il y a certaines approches pédagogiques qui sont plus gagnantes que d'autres selon les objets qu'on étudie là, au niveau de la lecture et de l'écriture. Puis, c'est important que le ministère de l'Éducation exerce un fort leadership, que ce soit par rapport au programme, aussi par rapport au développement de ressources numériques pour soutenir l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Parce que c'est pas encore tous les jeunes qui ont Internet, par exemple, à la maison, ou qui ont les appareils aussi adéquats pour peut-être poursuivre leur apprentissage là, aussi. Là. Mais c'est certain qu'avec la pandémie, on a vu l'importance des nouvelles technologies, puis ça ne pourra jamais remplacer un enseignant. Un enseignant, c'est un enseignant, oui. Sauf que c'est comme dans d'autres domaines, d'avoir des ressources bien dessinées, bien conçues, démontrées efficaces. C'est certain que c'est un fichu de bon coup de main là, pour soutenir l'enseignement-apprentissage de la lecture et de l'écriture. Et est-ce que vous avez, parce que vous avez évoqué entre autres la maternelle 4 ans, ça a été quand même instauré par le gouvernement de la CAQ là, de façon dans les dernières années, donc ça fait quand même quelques années à peine. Et est-ce qu'on a vu des gains en peu de temps? Est-ce que vous croyez que sur le long terme, si nos jeunes vont plus rapidement à l'école avec le maternelle 4 ans, on pourra avoir un gain sur leur apprentissage plus rapidement? En fait, c'est le Parti québécois qui a créé la maternelle 4 ans temps plein en milieu défavorisé. Oui. Ensuite de ça, le Parti libéral a poursuivi l'implantation des maternelles 4 ans temps plein en milieu défavorisé. Puis, la CAQ a non seulement poursuivi ces travaux-là, mais en plus, c'est qu'elle l'a rendu universel, c'est-à-dire accessible à tous les enfants pour éviter vraisemblablement là, une stigmatisation des enfants de milieux défavorisés. Les études, jusqu'à maintenant, n'ont pas permis de voir de résultats parce que, de façon assez claire, c'est tout les enseignants, il y a un nouveau programme. Ce nouveau programme-là va viser le développement global comme avant, mais en plus s'ajoute un volet prévention qui était un objet de grand consensus sur l'ensemble de la population, au niveau de l'ensemble des acteurs du milieu de l'éducation, puis qui est soutenu aussi par l'ensemble des ordres professionnels concernant l'éducation et d'autres organismes. Maintenant, la formation sur la prévention n'a pas été encore donnée aux enseignantes, donc il faut attendre qu'elles soient formées pour intégrer cet aspect-là de façon optimale. Puis, je soulignais le travail exceptionnel de la Commission scolaire de Laval autrefois, puis du Centre de services scolaires de Laval maintenant, pour ses travaux en prévention, en collaboration notamment avec des chercheurs de l'UQAM et de l'Université de Montréal. Puis, on peut donc penser qu'avec justement une mise en œuvre correcte du programme, grâce à une formation adéquate, on pourra effectivement là, voir des changements positifs là, dans les prochaines années. Bien, merci de m'avoir corrigé. Effectivement, c'était le Parti québécois, mais bon, la CAQ qui l'a effectivement donc étendu universellement. Exactement. Je veux quand même aussi qu'on prenne le temps de parler de la profession d'enseignant, parce que vous en êtes une en plus. Et dans la réussite vous l'avez dit, dans la réussite de nos jeunes, ça fait partie intégrante de la réussite à l'école. Moi, j'ai encore en tête mon professeur d'histoire, Jean-Pierre Frigon, salutations. J'en ai d'autres que je pourrais mentionner, mais qui m'ont tellement motivés, ont été là pour nous épauler, nous appuyer, nous écouter aussi quand on avait des problèmes en tant qu'ado. Pour vrai, il y a un petit côté psychologique à un professeur. Il ne faut pas le négliger, surtout un jeune adolescent qui se forge une identité comme je le soulignais dans les dernières secondes. Est-ce qu'on valorise assez le rôle d'enseignant? Parce qu'on manque d'enseignants présentement. Là, je pense j'ai ma belle-sœur aussi, je l'ai gardée, je vais encore avec une tranche de vie rapidement, mais c'est que ma belle-sœur est enseignante et elle est au primaire. Puis je voyais ce qu'elle fait comme travail colossal et je trouve qu'il n'y a pas assez de rémunération et de valorisation de leur travail également. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous avez raison. Les enseignantes puis les orthopédagogues dans la foulée aident vraiment des jeunes à se transformer pour le meilleur. Puis c'est certain que c'est une formation une profession parmi les plus exigeantes. Je pense qu'au fil des ans, il y a toujours eu une volonté de bonifier leurs conditions de travail.
C'est certain que ça s'inscrit dans une perspective beaucoup plus large. Il y a eu des efforts de fait récemment, alors que le ministre a veillé à ce que la rémunération des nouveaux enseignants soit rehaussée. Mais ça, c'est toujours l'objet de négociations avec les syndicats des enseignants. Mais vraiment, c'est une profession qui est importante. Ça demande une formation spécifique. Effectivement, c'est un défi là, de voir comment pallier le manque d'enseignants au Québec, comme c'est le cas dans plusieurs autres disciplines. Donc, il y a des défis à relever, mais je pense que c'est important que les universités, en collaboration avec le milieu scolaire, continuent à maintenir des exigences élevées de formation, puis veillent à assurer une formation de la plus haute qualité possible, sachant maintenant les enseignantes qui s'inscrivent dans les programmes de formation en enseignement, contrairement à ce que c'était à l'époque quand moi j'ai étudié. Dès le début, on leur dit maintenant, c'est vraiment un apprentissage de développement professionnel tout au long de la vie. Donc, on encourage aussi les futurs enseignants et les enseignants à s'inscrire dans une démarche de formation professionnelle continue, de façon justement à pouvoir toujours exercer leur rôle de façon optimale, puis avec un bon sentiment d'auto-efficacité personnelle. Oui. Alors, on se parlait, Mme Brodeur, évidemment, je le disais d'emblée, c'est la Fondation pour l'alphabétisation qui a mené cette étude, donc qui a mené la plupart de notre conversation. On a encore un petit peu de temps devant nous. Peut-être rappeler en 2 minutes quels sont les rouages de la Fondation, le rôle de la Fondation pour l'alphabétisation, parce que les gens peuvent avoir de l'information là, suite à la captation de cette conversation, la continuité de notre conversation. Là. Exactement, vous avez tout à fait raison. J'invite les gens à aller sur le site web de la Fondation pour l'alphabétisation. Ils vont découvrir l'ensemble des ressources disponibles, notamment Info Apprendre, Info Alpha, qui sont des ressources pour soutenir les adultes dans le développement de leurs compétences en littératie, puis au niveau du marché de l'emploi. Donc, ces lignes-là sont disponibles, c'est gratuit, c'est soutenu notamment par des fonds ministériels. Donc, j'invite vraiment la population à aller voir. À chaque année, il y a un spectacle annuel aussi de levée de fonds pour pouvoir justement aider à offrir ces services qui sont gratuits, qui est vraiment excellent avec Alexis Martin, notre collègue Normand Baillargeon et d'autres membres de l'équipe de la Fondation. C'est vraiment un travail exceptionnel et sans oublier la fameuse lecture en cadeau, qui à chaque année permet d'une collecte de livres neufs pour offrir à des enfants en milieu défavorisé à la grandeur du Québec. Puis, il y a également Cuisimo qui a été développé puis utilisé notamment dans le cadre de la pandémie, où finalement, il y a sur le site de la Fondation des recettes que les familles ou des organismes peuvent faire avec les enfants, où on pratique à la fois comment apprendre à lire et comment apprendre à cuisiner. Bien, en tout cas, c'est à retenir. Tout est au bas de l'écran au moment de se parler. Madame Monique Brodeur, merci beaucoup de nous avoir parlé. Ça m'a fait plaisir. Bel été. Merci, vous aussi.